Salut mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve tout simplement pour un avis lecture. Je vous invite donc à vous poser, à prendre votre petite boisson chaude, à éteindre vos lumières et à préparer votre wishlist. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai enfin pris le temps de sélectionner les gagnants pour le concours Pocket Terreur que j'avais fait dans ma vidéo Book Haul des Pocket Terreur. J'en avais reçu 32. Donc voilà, ça a été fait. Vous allez pouvoir recevoir votre livre. Pour ça, je vais annoncer les gagnants ici et je vais vous envoyer un message en commentaire de la vidéo du Book Haul Pocket Terreur pour que vous puissiez m'envoyer un mail avec toutes vos coordonnées personnelles afin de faire l'envoi. On a donc Jess King Dicky qui gagne La Peste Grise, bravo à toi, et Passion Livre Sombre qui gagne Le Diable aux Trousses. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées personnelles, mais je vais vous recontacter, pas de problème. Maintenant que ceci a été fait, passons à mes lectures. Ce sont des lectures qui font partie pour la plupart de ma pile à lire du Punking Autumn Challenge puisqu'il a commencé depuis un mois. Donc voilà, vous allez revoir des choses que vous avez déjà vues dans ma pile à lire et vous allez voir que j'ai un peu moins avancé que ce que je pensais, mais quand même. J'ai commencé par une BD, il s'agit de Loving Reaper, c'est écrit par Jenny Genia et c'est une BD qui va parler de défense animale, de maltraitance animale, de tout ce qui va concerner la cause animale. Dedans, on y retrouve plusieurs scènes comme le braconnage, la chasse, le fait de piéger les petits rats avec des pièges à colle qui sont quand même des choses qui les font beaucoup souffrir, le fait d'abandonner ces animaux sur le bord de la route, le fait de maltraiter ces animaux, la maltraitance en tout genre. C'est vraiment une BD qui regorge de tout un tas de choses très intéressantes. J'ai adoré, le dessin est simple et efficace, c'est vraiment très beau et pour le coup préparez la boîte de mouchoirs parce que c'est très touchant et c'est tellement touchant que j'ai pleuré du début à la fin de ma lecture. Je l'ai lu en une fois parce que je savais que si je la reprenais tous les soirs, j'allais pleurer tous les soirs et ça aurait été trop dur. Là déjà en une fois les émotions ont été très fortes. Donc voilà, hein, préparez-vous, moi j'ai deux petits chats à la maison, vous les avez déjà vus plein de fois, ils dorment d'ailleurs juste là. Et du coup, ça m'a particulièrement touchée la partie des animaux abandonnés, étant donné que les miens ont été abandonnés et je les ai récupérés, hein. Ah si j'avais su qu'ils feraient tant de bêtises. C'est une BD qui a vraiment cet aspect de mettre en avant la mort comme étant quelque chose de très paisible, très serein. La mort ne fait pas peur mais arrive pour rassurer et il y a une sorte de renouveau dans le monde de la mort, c'est-à-dire que tout ce qui meurt dans notre monde revit dans le sien, on le voit ici, que ce soit les plantes, les animaux, les humains. Donc voilà, cette idée de résurrection derrière dans un monde plus paisible est vraiment agréable et au final c'est pas pesant du tout. En plus à un moment donné on va voir la vie, on va voir cette dualité entre mort et vie et en même temps le fait qu'elles se battent pour la même cause, c'est-à-dire que les êtres vivants aient la vie la plus sereine possible et passent de l'autre côté le plus sereinement possible. Et ça j'ai trouvé ça super beau. J'aime énormément les univers qui montrent la mort de manière positive et non comme quelque chose d'absolument triste, définitif et affreux. Je pense que ça aide à relativiser et là pour le coup c'était vraiment très bien fait. Pour vous montrer un petit peu les illustrations, on a ça, donc c'est très simple mais efficace. Et voici la fameuse vie. En plus de ça, à la fin de chaque petite histoire, il y a un petit paragraphe où l'autrice donne des chiffres, des éléments factuels sur ce dont elle parle et explique potentiellement les solutions pour éviter ça. Enfin, c'est vraiment un livre de prévention, mais en même temps une lecture très agréable. Pour ce qui est de Loving Reaper, je n'ai pas trouvé de mauvaises notes sur Babelio. Apparemment, certaines personnes sont surprises vis-à-vis de ce qui est présenté sur internet. C'est-à-dire que sur internet, on a l'impression que ça va parler que d'une histoire, alors qu'en fait c'est plein de petites histoires. Du coup, il y a eu une étoile de retirée, mais voilà, globalement c'est très positif. Donc pour nuancer mon propos, je ne peux pas. J'ai ensuite lu un King, il s'agit de Marche ou crève. Marche ou crève, c'est une histoire qui m'a encore une fois fendu le cœur, j'ai enchaîné les lectures tristes. Ici, on est dans une société où la pauvreté est de mise, où les gens galèrent énormément et va s'organiser une marche durant laquelle si on s'arrête pendant trop longtemps,
on finit par se faire tirer dessus et par mourir. C'est quelque chose qui est organisé par l'armée, semble-t-il, et qui permet aux gagnants de gagner une sorte de vœu, de souhait réalisable par la suite. Donc cette fameuse volonté réalisée à la fin par le gagnant a un prix, la vie de tous les autres concurrents. On va donc suivre plusieurs personnages qui participent à cette course, voir leur avancée, leur état d'esprit qui évolue au fil de la course et les différents aléas de leur vie ainsi que la manière dont ils vont souffrir physiquement puisque cette course n'est absolument pas de tout repos. C'était vraiment super intéressant d'un point de vue psychologique parce qu'on voit les personnages qui n'en ont que faire des autres et qui n'ont que leur survie en tête. En parallèle, on voit les personnages qui s'entraident alors qu'ils savent qu'il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Et d'ailleurs ce qui est le plus terrible, hein, c'est toujours cette idée dans un survival game que naïvement ils s'entraident alors que bon, au final faudra bien faire un choix. On a des personnages qui oscillent entre eux leurs principes dans la vie de tous les jours et le fait que cette course fait voler ces principes là parce que s'ils y sont c'est bien pour gagner. Donc ça va nous déchirer le cœur de les voir eux-mêmes se déchirer entre eux ou s'entraider au prix fort. Malgré tout, les personnages, on voit bien qu'ils sont humains, qu'ils sont dans le besoin, qu'ils ont leurs problèmes, ils ont leur humanité, même les pires en fait ont leur raison d'agir comme ça, même si c'est pas forcément les bonnes. Et c'était très agréable à suivre pour ça, très humain et très touchant. J'ai eu un peu de mal sur le rythme parce que c'est une histoire très particulière. En réalité, il y a peu d'action en elle-même. On suit vraiment les personnages de la longue marche qui ne font que marcher. Alors des fois, il y en a qui meurent, des fois, il y en a qui se battent. Et on va suivre énormément surtout de discussions. C'est un rythme particulier, donc si vous êtes intéressé, c'est à prendre en compte. Moi, j'ai pas trouvé ça nul ou trop lent, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à m'y faire. Je trouve ça très très particulier. Un King que j'ai beaucoup apprécié, qui ne tombera pas dans mon top parce que c'est pas ce que je préfère de sa part. Néanmoins, c'était très enrichissant et je trouve très intéressant. Au niveau des notes Babelio et des avis négatifs pour Marche ou Crève, donc à l'encontre des miennes, vont plutôt aller sur le rythme, sur le détail et le fait que parfois c'est trop cru de manière inutile avec des personnages qui sont limite un peu bestiaux. Et le fait que c'est expliqué seulement vers la fin du livre, tout ce qui va tourner autour du fonctionnement de la course et de comment ça s'organise, comment ils sélectionnent les gens. Et le pourquoi du comment n'est pas forcément extrêmement clair, ce qui fait que les gens des fois notent le livre négativement à cause de ça. J'ai ensuite lu Les yeux d'Iris de Magali Collet. Ici on va être sur une enquête extrêmement compliquée, tumultueuse et abracadabrante. Je vais vous lire la 4e de couverture même après l'avoir lu, parce que si je vous explique ce résumé avec mes mots, vous pouvez être sûr à 100% d'être spoilé à un moment. Un meurtre et un suicide, 3 hommes, 3 femmes, des retrouvailles, un pacte, tout se paye, même l'amitié. C'est donc un livre dans lequel il va y avoir un meurtre et un suicide, des retrouvailles entre des amis qui sont liés à ces événements et qui soit cachent leur implication dans ce meurtre et ce suicide, soit s'en veulent alors qu'au final c'est pas tellement de leur faute. Trigger warning, scène de viol. C'est scène de V dans ce livre, c'est assez dur, c'est poignant, c'est vraiment très très bien détaillé, expliqué. Je pense que si vous ne supportez pas ce genre de thématique, vous avez du mal avec la description de ce genre de scène et la souffrance psychologique que ça implique, ne lisez pas ce livre. Parce que c'est vraiment... moi j'ai été assez bouleversée pendant ma lecture. Ça m'a fait assez mal au cœur. En tout cas, l'enquête est bien ficelée, il y a du mystère, on a du mal, on a des éléments qui viennent par-ci par-là. On comprend pas du tout ce qui se passe. Et en avançant, on va finir par comprendre et forcément décortiquer un petit peu ce mystère qui se pose à nous. Néanmoins, mon problème avec cette histoire, je pense que c'est le fait que j'ai eu du mal avec les choix, le caractère de certains personnages. C'est pas qu'ils sont irréalistes, c'est pas qu'ils sont mal faits, non. C'est que je ne suis pas en accord avec eux et ça fait que j'étais là, oui mais pourquoi ils font ça? Je n'aime pas du tout leur mentalité, arrêtez de faire n'importe quoi.
Et du coup, et c'est vrai que j'ai fini ma lecture, je me suis dit ouf, c'est bon, c'est terminé avec eux, vraiment c'était du grand n'importe quoi. Je comprends ce que l'autrice a voulu faire et je comprends l'idée, néanmoins j'étais pas du tout en accord avec ça. Donc ouais, j'ai eu du mal, pas du tout parce que c'est mauvais, parce que je ne suis pas en accord avec ce qui se passe, parce que j'ai eu du mal à avoir de la sympathie pour des personnages à cause de leurs actions. Et je pense que le but était quand même de dire ouais mais il s'est passé ça, donc c'est un peu... On peut comprendre ce qu'ils font, oui, mais pour moi ça l'a pas fait et ça arrive, c'est pas grave. En revanche, le lien entre le titre et ce qui se passe dans le livre, c'est une expression, les yeux d'iris, c'est une expression qui va me rester et je trouve vraiment terrible, c'est très bien fait tout ça. Non franchement c'était une bonne lecture. Hormis le fait que je suis pas d'accord avec les personnages, c'était une très bonne lecture. Si vous avez envie vraiment d'une histoire très sombre, très sombre, oui je radote. Pour cet automne, bah les yeux d'iris vraiment c'est top. Si vous avez envie de vous sentir mal, c'est bizarre dit comme ça mais bon on se sait hein, entre fans d'horreur on lit des trucs horribles, voilà c'est comme ça. Si vous avez envie de lire des trucs un peu horribles, bah là les yeux d'iris, voilà. N'oubliez pas, trigger warning, scènes de V qui sont très détaillées et la souffrance vraiment des victimes qui se transmettent extrêmement bien au lecteur et voilà, je sais que ça peut être dur pour certaines personnes donc je préfère le préciser. Pour ce qui est des notes Babelio, pour les yeux d'iris, on va être sur du côté négatif, le fait que c'est complètement tiré par les cheveux. Effectivement c'est une histoire qui est très compliquée, on n'en voit pas le bout avant la toute fin, c'est compliqué à comprendre, à décortiquer et c'est vrai que ça fait un peu abracadabrante. Par contre au niveau du positif, c'est un thriller qui se lit vite, qui est impactant et efficace on va dire. J'ai ensuite lu, dans le cadre du jury du Frisson Festival, Démonium Circus de Caroline Carton. Alors là, on est sur un coup de cœur les amis, j'ai adoré. J'ai adoré. On va se retrouver dans une histoire qui se fait en deux temps. Donc on va avoir un jeune homme qui quitte sa famille malgré la tristesse de celle-ci et part pour devenir journaliste. Son travail n'est pas vraiment à la hauteur de ses espérances puisqu'il ne fait que livrer le journal. En allant livrer le journal dans le village d'à côté, il va fréquenter un cirque et toutes les personnes qui en font partie, sauf que bah ça va pas très bien se passer et ça va finir en catastrophe. On arrive à la deuxième partie du livre. Des années plus tard, un avocat revient sur l'affaire par curiosité et va complètement déterrer le passé, sauf que ce qu'il va découvrir est très loin d'être sympathique. On est vraiment sur ce récit en deux temps qui je trouve, que ce soit le temps 1 ou le temps 2, est vraiment exceptionnel. La première partie m'a vraiment intéressée. Le personnage principal n'est pas parfait et regorge au contraire de défauts, on le sent dès le début. Il est très humain, il ne fait pas toujours les bons choix et parfois je le trouve carrément imbu de sa personne, mais il est jeune, il est ambitieux, il est jeune, il a envie de plus, il a envie de s'offrir la vie dont il rêve et donc son comportement est en accord avec son âge et ses ambitions. On s'attache donc vite à lui car malgré son comportement, bah, on se dit peut-être que s'il y arrive plus tard ce sera quelqu'un de bien quand même. Et voilà qu'il rencontre les gens du cirque, ça c'est super intéressant. On est vraiment dans une ambiance American Horror Story, la saison du cirque. L'autrice explique dans le livre ses inspirations et je trouve ça intéressant de les lire, hein. Vraiment c'est pas un truc à zapper. Je sais que certains zappent le contenu supplémentaire dans le livre mais ce n'est pas bien. En plus des personnages, de l'ambiance, eh bien il y a tout un monde qui se découvre, un monde qui nous met mal à l'aise parce que les règles ne sont pas les mêmes que pour nous et qui malgré tout nous fait de la peine parce qu'ils sont dédaignés par les habitants du village. Toutes ces émotions se mélangent et on sent l'angoisse, la pression qui monte parce que dans cette première partie ça va vraiment être un enfer, ça va être très crescendo, on monte les escaliers pour aller à l'enfer, normalement on dit qu'on descend, bah là on monte pour aller en enfer, c'est vraiment de plus en plus horrifique jusqu'à devenir vraiment une totale catastrophe. Donc voilà, cette première partie m'a convaincue, j'ai absolument adoré. La deuxième partie aussi. J'ai adoré voir ce personnage déterrer le passé, essayer de comprendre pourquoi, comment, qui, quoi, où. C'était
incroyable, sachant que nous lecteurs on n'a rien vu de ce qui s'est passé entre deux, donc on découvre ce que sont devenus certains personnages, on découvre ce qu'ont fait à ce moment là certains personnages parce qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension sur la catastrophe, dont on n'a pas tout vu, et c'est vraiment un jeu d'enquête que le lecteur fait avec le personnage. On construit nos théories et ça j'ai adoré, c'était super bien ficelé. Le titre est tout à fait compréhensible quand on a fini le livre et franchement cet aspect démoniaque je l'ai adoré. Donc voilà, c'était vraiment une super lecture que je vous conseille, tout à fait parfaite pour le mois d'octobre, parfaite pour Halloween, parfaite pour avoir des frissons. Pour ce qui est de Demonium Circus au niveau des critiques Babelio, alors là pour le coup il y avait que des bonnes notes, il y avait que du positif, j'ai pas trouvé de négatif, hein, regardez, que des bonnes notes. Pour les fans de Graham Masterton, je continue ma découverte. Là, on est sur le portrait du mal qui me tentait énormément et franchement j'ai pas été déçue. On va suivre une intrigue qui se passe tout autour d'un mystérieux portrait avec 12 personnages totalement décrépits et moches. Ce portrait a été fait par un ami d'Oscar Wilde, Waldegrave, et va apporter pas mal de malheur à beaucoup de personnes. Pourquoi la mystérieuse Cordelia Grave a absolument à tout prix s'emparer de ce portrait alors qu'il est vieux, abîmé et n'a aucune valeur? Qui sont ces 12 personnages et est-ce que ça a un lien avec les meurtres sordides et violents qui vont avoir lieu dans différentes régions et pays? Eh bien il va falloir lire le livre pour le découvrir. C'était trop bien, Graham Masterton écrit super bien, j'ai adoré sa plume, sa façon de raconter, sa façon de nous projeter dans différents lieux et dans différentes époques. On s'attache aux personnages et on a vraiment envie d'en découvrir plus sur eux, mais tout ça n'est pas le principal puisque le principal c'est le tableau et le livre débute en ne parlant que très peu du tableau pour être honnête. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on nous dit on va vous parler d'un tableau et au début on ne sait pas où est le tableau. Donc forcément on va faire des liens, on se dit ah mais il y a ça, qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Ça j'ai trouvé ça excellent et assez original, c'est-à-dire qu'on va te dire on va te parler de ça et au final on t'en parle pas tout de suite, pas mal. C'est violent, c'est gore, c'est horrifique à souhait. Si vous aimez les petits chats et vous avez du mal avec les scènes de mort d'animaux, je vous déconseille fortement ce livre. Si vous avez également du mal avec le fait de soulever la peau et de scalper les gens, je vous déconseille fortement ce livre. C'est vraiment une lecture qui est assez violente, mais trop intéressante. Trop intéressante, l'enquête est incroyable. J'en ai un peu marre des thrillers. Je vais me faire taper dessus, je vous explique. J'ai lu beaucoup de thrillers d'affilée, beaucoup. Et du coup j'en peux plus. Donc là, je me suis dit, oh encore une enquête, j'en ai marre, je lis que des enquêtes, j'ai envie de lire autre chose, genre qu'il n'y ait pas d'enquête, ou un tout petit peu, ou que ce soit pas la police qui enquête sur des meurtres, parce que la police qui enquête sur des meurtres, je vous jure, j'en ai une plâtrée récemment. Je ne dis pas que j'aime pas, je ne dis pas que c'était mauvais, je dis juste que j'ai besoin de changer d'air. Et là, j'ai pas du tout eu l'impression sur un thriller, une enquête, police, tueur, non c'était, même si à cet aspect-là, c'était revigorant, différent, intéressant. Le livre paraît long, mais je peux vous dire qu'il se dévore vite. Donc, les fans de Graham Masterton qui n'ont pas encore lu cette pépite, il faut foncer. Globalement, pour les commentaires Babelio négatifs vis-à-vis du portrait du mal de Masterton, on va retrouver le fait que dès le début, on sait qui tue. Le fait que les personnages peuvent un peu, comment dire, être approfondis sans que ça n'apporte rien à l'histoire, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, mais soit je comprends. Le fait que moi ça m'a permis de m'attacher, de mieux les comprendre, mais certaines personnes trouvent que c'est trop, de trop décrire les personnages et voilà, c'est revenu quelquefois sur Babelio. Également le fait que ça commence très fort, hein, il y a beaucoup de choses horribles, il y a beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de mystères et que ça va se calmer on va dire dans les révélations et qu'à la fin ça va être un peu plus plat en termes de rebondissement, ce qui a déçu certaines personnes et ce qui leur a donné des difficultés à terminer le livre. J'ai ensuite lu, encore une fois dans le cadre du Frisson Festival,
Incubile Inferni de Anthony Gallego. Ici, on va être sur un thriller horrifique où on va voir des meurtres, forcément, et des corps qui sont retrouvés, mis en scène, en référence à des peintures, il y a tout un mystère, etc. etc. Un vrai travail d'orfèvre, hein, ce tueur est très doué, moi je vous le dis. Mais c'est pas une raison pour le laisser continuer, donc forcément il va y avoir une enquête pour le chasser. Je crois que je suis matrixée là. Oui, bien évidemment que je ne trouve pas ça normal de tuer des gens et d'en faire des œuvres d'art. Et un roman qui commence extrêmement bien, je trouve que les premiers chapitres sont très intéressants, on tape dans le vif, on donne tout de suite envie de continuer, et pour ça je félicite l'auteur parce que vraiment il vous accroche et il ne vous lâche plus. Sauf que le rythme n'y était pas forcément, il y avait des longueurs, il y avait trop de descriptions sur l'enquête. Il y a des moments où on se doute un peu de ce qui se passe quand des policiers enquêtent. On n'a pas besoin de tout voir et j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec certaines longueurs. Je me suis dit mais stop, faut avancer. Il y a des moments où l'enquête stagne mais le récit avec. Alors que si on veut faire stagner une enquête dans un thriller, oui, c'est possible, c'est même normal, mais faut pas que le récit stagne avec, faut réussir à rendre ça attrayant d'un autre côté. En plus de ça, ce qui va être dommage, c'est que l'auteur fait avec les meurtres des liens avec des œuvres, des artistes, de la mythologie, etc. etc. Mais c'est pas approfondi, c'est tellement dommage, il y a de si bonnes pistes, il nous dit c'est un lien avec ça, puis il n'en parle plus, c'est un lien avec ça, mais il plonge pas au cœur des choses et c'est limite à nous d'interpréter ou d'appuyer le propos, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait de bonnes choses. C'est un roman qui vaut le coup, qui mérite qu'on s'y attarde, qui n'est pas mauvais du tout, hein. La plume de l'auteur est très agréable, d'autant plus. Mais c'est dommage, j'aurais modifié quelques petites choses, donc ça a été un peu mitigé pour moi, pas mauvais, mais pas excellent non plus malheureusement, mais je suis sûre qu'il pourra plaire à beaucoup de monde. J'ai vu qu'il était bien noté sur Babelio et que beaucoup de gens avaient absolument adoré cette enquête. Donc je vous le conseille tout à fait. Et pour Incubile Inferni, globalement on retrouve les mêmes remarques que je vous ai données, c'est-à-dire que parfois c'est pas assez approfondi et qu'il y a des longueurs. Et pour le positif, que c'est vraiment percutant, que c'est intéressant comme enquête et que ça va nous intriguer avec beaucoup de mystère. Donc voilà, globalement on va être là-dessus. J'ai ensuite lu Lien de sang de Paul Wilson. Un pocket terreur et c'était vraiment super. On va suivre Kara qui découvre que sa sœur s'est suicidée. Les deux se sont séparés, Kara était revenue dans son pays d'origine et sa sœur vivait à New York. Sauf qu'elle va devoir revenir pour régler tous les papiers et elle est également intriguée. Pourquoi sa sœur s'est suicidée? Qu'était-elle devenue après tant d'années sans se voir? Eh bien, Kara retourne à New York pour découvrir tout ça. Elle va découvrir qu'elle fréquentait un psy et va du coup questionner forcément ce psy. Mais ce psy va apprendre à Kara des choses atroces sur sa famille qu'apparemment les jeunes sœurs auraient vécues. Sauf que Kara n'en a aucun souvenir et se demande donc si elle a éclipsé une partie de son enfance ou si ce psy est réellement fiable. On va donc suivre une enquête pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à la sœur de Kara et essayer de comprendre si c'est vraiment un suicide ou si on l'a poussé. C'est un thriller horrifique que j'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'ai super bien accroché à la plume, au fait que les personnages ne sont pas parfaits, ont leurs petits défauts, sont humains. On a en l'occurrence un personnage principal qui est féministe, mais qui est féministe parfois à l'extrême. Et c'est assez drôle de voir que tous les personnages ne sont pas d'accord entre eux et que bah voilà, ça va créer de la discussion et des moments soit comiques, soit un peu frustrants, soit un peu énervants, mais voilà, ça crée des liens et c'est sympathique. En parlant de liens, les personnages ont des liens qui évoluent au cours de l'histoire et ça c'est très bien fait également. Et le mystère, tout ce qui va être enquête, suivi, des découvertes, bah c'est plutôt sympa. Il y a des rebondissements qui arrivent au fil de l'histoire, il y a beaucoup de stress parce qu'il se passe des choses qu'on ne peut contrôler et c'était plutôt sympa. Le fantastique, l'horreur à proprement parler arrivent à la fin du roman mais sont assez sympas. J'avoue qu'au début j'ai eu des a priori, j'ai cru que l'auteur en dévoilait trop puisqu'il y a des moments où il vraiment dévoile des choses sur l'histoire que j'aurais aimé ne pas savoir. Mais au final c'est pas vraiment la finalité de l'histoire.
Donc je comprends que ce soit dévoilé parce qu'on a quand même de la surprise à la fin. Voilà, c'était un Pocket Terror que j'ai fortement apprécié, sûrement pas un des meilleurs, mais c'était vraiment sympathique et je vous le conseille tout à fait. Au niveau des commentaires Babelio, au niveau du négatif, j'ai regardé un petit peu et il y a des gens qui disent que c'est trop fantastique et c'est vrai que les explications, c'est sûr que dans notre monde à nous, et si on est très terre à terre, ça nous paraît pas plausible. Et c'est là qu'intervient le fantastique forcément. Et ça a pu perturber certains lecteurs. Le fait aussi que le récit met un peu de temps à décoller et à prendre vie, c'est vrai qu'il y a tout un temps pour poser les bases et pour que Kara en arrive à questionner le psy parce que c'est ça l'essence de l'histoire et que ça va durer un petit moment. Pour finir cet avis lecture, j'ai lu Maxime Chatham et cette fois-ci c'est La prestance du prédateur. C'est un livre que j'ai adoré. Mon copain me l'a offert sans que je lui ai demandé, vraiment c'était surprise. Je ne l'avais pas et j'en suis très heureuse parce que c'était vraiment excellent. J'adore la plume de Maxime Chatham, il est vraiment très fort pour poser l'ambiance, pour nous emmener dans des histoires sombres et pour nous faire attacher aux personnages. Même si je trouve que c'est vraiment... tout est sombre. Comment dire, il y a une sorte de voile noir qui flotte sur toute l'ambiance du roman et on a l'impression que ces personnages en dehors des enquêtes n'existent pas. C'est pas vraiment une critique mais comment dire, c'est même dans leur vie personnelle ils sont impactés par tout ça et ça m'a paru assez triste. C'est pas vraiment que c'est mauvais mais c'est que ça m'a paru triste, ça m'a fait mal au cœur pour eux. En tout cas l'enquête en elle-même est super intéressante, on a vraiment une originalité qui va venir, ou en tout cas moi je n'avais jamais vu ça, avec le fait que le tueur en série au niveau de l'ADN paraît être trop vieux pour être humain. Et ça c'est intéressant parce que la police va chercher des explications rationnelles à ça et va continuer de mener l'enquête en se disant comment il fait pour transmettre son ADN sur plusieurs générations. Ça c'est vraiment l'aspect du livre le plus intéressant. Ici on va suivre une enquête sur un tueur en série, le fameux Charon, qui signe ses crimes macabres par le fait de laisser une tête d'oiseau dans ses victimes. On se rend compte que le tueur en série opère depuis vraiment très longtemps et que ses crimes recommencent. On va alors chercher s'il a une descendance, s'il a essayé de transmettre ses crimes, comment il fait, et c'est super. On a plein de réflexions, de petites citations que je trouve superbes. Parfois je suis d'accord avec l'auteur et d'ailleurs la plupart du temps je suis d'accord avec ses citations. Mais des fois je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, ce qui est tout aussi intéressant puisqu'il a le droit d'avoir son avis. Je trouve que ces personnages sont super vivants, ils ont tous leur caractère, leur histoire, leur façon de penser, malgré le fait que c'est dur de les sortir de ces crimes dans leur vie personnelle, c'est vraiment super bien fait. L'histoire elle s'enchaîne vite, ça paraît gros mais ça se lit à une vitesse, je vous dis pas, c'est vraiment on enchaîne, on veut toujours en savoir plus. Les policiers vraiment bien, le fait qu'ils sont plutôt doués dans leur travail mais qu'ils font des erreurs. Et ça c'est intéressant aussi de le dire, hein. C'est pas oh le policier parfait, qui ne fait jamais d'erreur, qui a une intuition à couper au cordon et boum, voilà, il a trouvé la solution, pouf c'est né comme ça. Ah non, non je n'aime pas ça. Et là il se trompe et c'est un aspect que j'ai énormément apprécié. Maxime Chatham est assez cru dans ses mots parfois, il a tendance à commencer ses livres par des phrases assez rigolotes, ce qui m'a beaucoup touchée. Là clairement j'ai une anecdote à vous expliquer, ce qui me fait beaucoup rire. Le livre il le signa à ma femme, ma fille, ma mère, ma soeur, à toutes les femmes au cœur de tout, pourtant souvent victimes. Les femmes ont une place importante dans ce récit. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais la place de la femme, la maternité, très intéressant. Bref, il signe ce livre, voilà, à ces personnes. Le livre commence. Clara n'aimait pas sucer. Elle détestait ça même, l'acharnement un peu vain et illusoire de vouloir faire durer les choses, la perte de temps, d'efficacité et puis les sons que cela produisait. Ai-je besoin de rajouter quelque chose pour exprimer ce que j'ai ressenti à l'enchaînement de ces deux passages du livre?
Maxime Chatham a une volonté de jouer avec les mots, avec le sens des mots, avec les perceptions, avec le fait qu'il peut faire croire des choses au lecteur qui sont fausses au final et qui en 2 lignes sont démontées. Il est vraiment très fort avec ça, je trouve qu'il a beaucoup de talent, qu'il utilise bien sa plume et que ses récits sont prenants. Donc vraiment, celui-ci a été vraiment une réussite pour moi, je l'ai adoré. Et je ne saurais que vous le conseiller. Si moi j'ai adoré, il y a des personnes qui retirent des étoiles sur Babelio parce qu'ils trouvent qu'il aurait pu faire plus original et qu'il se sert de choses vues et revues dans le thriller policier, ce qui est parfois, rappelons-le, inévitable. On peut faire original d'un côté en utilisant des ficelles bien connues de ce genre, ce que je trouve fait ici parce qu'il y a quand même l'originalité de toute cette histoire d'ADN. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je comprends l'idée que ça reste un thriller entre guillemets basique au niveau des méthodes et des retournements de situation. Alors là je trouve ça très intéressant, j'ai un commentaire qui explique que c'est trop violent et que du coup c'est atroce et que du coup Maxime Chatham a un problème dans sa tête et que du coup elle n'a pas aimé le livre. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on achète un thriller comme ceux de Maxime Chatham, pour moi on est censé s'attendre à ça. Donc je trouve ça très intéressant que la personne ne s'y soit pas attendue et n'ait pas vu la chose venir. C'est intéressant, pourquoi pas. Du coup, au final, les notes sont de manière globale très positives, avec des commentaires assez positifs. Voilà, il y a juste effectivement le fait que ça utilise des choses bien connues du thriller qui peut déranger un petit peu. Et pour finir un petit peu là-dessus, on va avoir des notes qui disent également qu'il a du mal à se renouveler, ce que je ne peux pas visualiser étant donné que je n'en ai presque pas lu de sa plume. Mais voilà, si vous lisez du Maxime Chatham, c'est justement intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Voilà pour moi, globalement pour cet avis de lecture, c'est fini, mais j'ai envie de vous montrer les lectures que je lis en ce moment, de vous en parler brièvement. J'ai donc ce recueil Crime et Manigance de Patrick Guichet qui est super intéressant, j'en lis une par jour, et en fait ce qui est incroyable c'est que je le pensais pas, enfin je l'avais pas compris avec la 4e de couverture, c'est un recueil qui met en scène des personnages de l'histoire dans des crimes et des manigances. Donc on a eu Jean de La Fontaine, Rabelais, on a Molière et tant d'autres, et c'est super. La plume est très élégante, très dans un style justement ancien, qui nous plonge d'autant plus du coup dans cette ambiance là, parce qu'on a l'impression que l'écrit date de cette époque-là. Et franchement, pour la culture littéraire, c'est super intéressant parce qu'à chaque fin d'histoire, l'auteur précise ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui s'est réellement passé ou pas, etc., etc. Donc voilà, c'est une lecture super agréable. Je lis également La femme aux fleurs de papier de Donato Carissi. Ça se lit à une vitesse, je vous jure, j'aurais pu le dévorer en une nuit, mais bon, le problème c'est que j'aurais pas trop dormi. Donc voilà, je me suis arrêtée, mais c'est trop bien. C'est du Donato Carissi et j'ai trop hâte de le terminer pour vous en parler, sachant que de manière assez étonnante, c'est différent de ce qu'il écrit d'habitude. Et il y a un rapport avec le Titanic, vous verrez ça la prochaine fois. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les effroyables.